Merci beaucoup à la Jeune Chambre de commerce congolaise de me permettre d'être avec vous aujourd'hui et de vous faire cette présentation-là. Je veux simplement vous rappeler que la présentation que je vais vous faire, je la fais dans le cadre du représentant de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, donc en tant que fellow de l'Ordre des CPA. Je serai avec vous là, c'est pour faire cette présentation-là au cours des prochaines minutes, qui devrait durer une trentaine de minutes. Merci d'être présent. On vit une situation assez particulière aujourd'hui. Et puis, pas nécessairement aujourd'hui, mais on vit des temps qui sont uniques, que pas grand monde ont vécu sur la planète jusqu'à présent, voire même jamais. La période de la COVID-19 va apporter des changements majeurs dans notre société. On a déjà commencé à en voir les effets et tout ça. Et vous, comme entrepreneur, je prends pour acquis que les participants à la session d'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui soient impliqués dans le monde des affaires et que vous vivez des moments de questionnement. On vit des moments où on va se remettre en cause. On va réfléchir à plein de scénarios pour s'en sortir et tout ça. Et vous avez sûrement beaucoup d'interrogations par rapport aux entreprises qui existent, qui sont en difficulté et tout ça. Donc, la COVID-19 nous envoie des gros défis, des très, très grands défis. Entre autres, là, il va falloir composer avec des nouvelles règles du jeu qui sont soit imposées par le gouvernement ou encore par la clientèle qui risquent de changer. Il y aura beaucoup d'intangibles, beaucoup d'incertitudes dans les prochains mois parce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a une chose qui va être commune à toutes les étapes, toutes les périodes qui s'en viennent, c'est beaucoup, beaucoup d'incertitudes dans l'air. Donc, peu importe l'industrie dans laquelle vous allez vous retrouver, il va falloir que vous soyez alerte. Ça va être un des grands défis que vous allez vivre si vous n'êtes pas alerte à ce qui se passe, attentif à ce qui se passe, ça risque d'être difficile. Donc, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. C'est sûr et certain, il y a le vieux dicton qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, ceux qui seront alertes et qui vont être très attentifs à ce qui se passe dans le marché, bien, vous risquez d'avoir de très, très belles opportunités. Moi, j'accompagne des consultants actuellement et je peux vous dire qu'il y a des opportunités incroyables qui se présentent dans le marché actuellement. Et il faut garder en tête que malheureusement, il y aura probablement un nombre record de faillites, pas juste au Canada, mais dans beaucoup de pays. Alors, qui dit faillite dit aussi opportunité. Donc, il va falloir être attentif à ça. Et aussi, l'élément, là, un autre grand défi que vous allez devoir faire face, c'est tout l'aspect de naviguer dans le changement. Ces changements-là sont majeurs, sont importants. Prenez juste l'exemple, moi j'ai été sidéré par M. Legault. C'est arrivé avant-hier, je crois, lorsque dans son point de presse, il a fait mention qu'il y avait plus de 12 000 personnes du monde de la santé qui ne se présentaient pas au travail le matin. Et je suis tombé en bas de ma chaise. Et il a dit, parmi les autres qui se présentent, il y en a plus de 50 qui ne le font pas à temps plein. Ils ne le font que 2 ou 3 jours semaine. Je suis vraiment tombé en bas de ma chaise. C'est quelque chose avec lequel on va devoir composer. Et moi, j'accompagne plusieurs entrepreneurs au Québec, au Canada et aux États-Unis actuellement dans la gestion de leur organisation. Et ce que M. Legault nous a dit par rapport aux employés du domaine de la santé, bien, les PME le vivent aussi. Les entreprises le vivent aussi. Il y a plusieurs employés qui refusent de se présenter au travail parce qu'ils sont craintifs, ils ont peur, ils croient à tort ou à raison que leur employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour les protéger. Donc, vous allez devoir composer avec ça dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça, je vous garantis que ce ne sera pas facile et que ça va impliquer des coûts additionnels. Donc, bref, ça fait partie des grands défis. Et nous, à l'Ordre des CPA, on a préparé cette présentation-là pour mieux vous aider
dans cette période-là. Et on a regroupé tout ça en 4 grandes phases. Donc, la première phase, c'est l'état de la situation de votre organisation. Donc, c'est un genre de portrait, si vous voulez, de qu'est-ce qui arrive avec votre organisation actuellement. Deuxième étape, on passe à l'action avec des gestes concrets. En troisième lieu, on revoit ses stratégies. Et quatrièmement, bien, il faut planifier cette fameuse reprise-là. Dans le cas de certains d'entre vous, peut-être qui assistez à ma présentation, aujourd'hui, vous n'êtes pas à Montréal. Donc, à l'extérieur de Montréal, ou je devrais dire de la région de Montréal, vous avez repris partiellement vos activités. Mais dans la grande région de Montréal, j'ai l'impression qu'on ne voit même pas la lumière au bout du tunnel. Là. M. Legault, hier, parlait du 25 mai. Il a reporté ça au 25 mai, mais j'ai l'impression que ça risque même jusqu'à la mi-juin et tout ça, compte tenu qu'à Montréal, la situation dégénère. Donc, si on prend la première phase, l'état de la situation, c'est un genre de portrait de votre organisation. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Est-ce que votre organisation est fermée ou elle est en activité? Si elle est fermée, est-ce qu'elle a les reins assez solides financièrement pour tenir le coup 3, 6 mois, 9 mois, 1 an? Je ne sais pas. Ou encore, elle est fermée, mais que votre situation financière est très précaire et que déjà là, ça fait 1 mois et que vous allez tenir le coup peut-être encore 2, 3 semaines, pas plus que ça, et que vous allez être obligé de fermer définitivement. Donc, c'est fort possible. J'entendais hier matin, il y avait quelqu'un d'interviewé à Paul Arcand, à l'émission de Paul Arcand hier matin, et à propos de l'Association des restaurateurs du Québec, et qu'ils ont déjà, en date d'hier, ils avaient 18 de leurs membres qui avaient officiellement déclaré faillite ou fermé les portes. Okay? Et eux, leur prévision, c'est que ils vont perdre 47 à 48 de leur membership d'ici les 3 ou 4 prochains mois. Donc, dans la restauration, il y aura beaucoup, beaucoup de restaurants qui vont fermer. Et là, dans d'autres industries, je sais déjà, moi, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sous la loi de la protection des créanciers. Donc, un nombre record, entre autres, le Cirque du Soleil fait partie de ces organisations-là, comme bien d'autres organisations là, qui vont se mettre sous cette protection-là pour se restructurer. Ou encore, est-ce que votre organisation est en activité, soit complète ou partielle, selon ce que vous avez choisi? Si je prends par exemple des organisations comme la compagnie Bauer, qui fabriquait des vêtements pour le monde du sport, ou encore des accessoires et des équipements comme des patins ou des gants de hockey, ou encore des visières pour les joueurs de hockey, ou encore des visières pour les joueurs de football. Ben, la compagnie s'est dit, tant qu'à arrêter notre production, on fabrique déjà des visières. Pourquoi pas en fabriquer pour le monde médical? Et finalement, ils ont réorganisé. Ils ont à peu près 15 à 20 de leurs activités en opération actuellement, mais ils font des visières pour les gens du monde de la santé. Et ils viennent tout d'un coup de se trouver un nouveau créneau. Donc, c'est génial parce que ce créneau-là va continuer après la COVID. Donc, pour eux, c'est une opportunité qu'ils n'avaient pas envisagée, mais que tout d'un coup, ils ont été alertes et ça s'est manifesté. Et je pense aussi à notre ami, là, malheureusement, son nom m'échappe, mais qui produit de la vodka en temps normal au Québec et qui tout d'un coup a dû cesser ses opérations et qui maintenant fabrique ce qu'on communément appelé le Purel, mais c'est du désinfectant pour les mains avec son alcool. Donc, lui aussi vient de se trouver un nouveau créneau tout d'un coup qu'il n'avait pas du tout prévu. Donc, quand je vous disais un peu plus tôt qu'il y avait des opportunités qui se présentaient, bien, je viens de vous en donner 2 autres et la liste pourrait s'allonger. Là, je pourrais vous en parler d'exemples comme ça là, pendant un bout de temps. Il y en a plein d'opportunités comme ça. Le prochain tableau, c'est dans quelle situation vous êtes actuellement. Je vous ai mis ce tableau-là à titre de référence pour mieux vous situer parce que selon votre situation, on a préparé ce tableau-là pour indiquer qu'est-ce qui est important pour vous de faire actuellement. Donc, c'est un tableau de référence. Alors, si vous êtes dans la première catégorie, le tableau, vous êtes fermé avec une situation financière et une trésorerie assez solide. Donc, bref, financièrement, vous êtes confortable. Donc, on voit 2 scénarios très, très différents dans cette première catégorie-là. Il y a des gens qui sont extrêmement proactifs.
Donc, on gère notre trésorerie de façon très serrée parce qu'on est en arrêt. Notre organisation est arrêtée. On s'assure de faire la perception des comptes clients. Et là, ces gens-là, parce qu'ils sont en mode proactif, ils planifient différents scénarios financiers. Combien de temps l'entreprise, prévoit-on qu'elle va être arrêtée? Quels vont être les impacts sur les ventes et tout ça. Et ils sécurisent leur chaîne d'approvisionnement en faisant déjà des ententes avec les fournisseurs. Ils ont réduit leurs effectifs au minimum, leurs employés sont prêts à faire du télétravail. L'informatique va avoir des impacts. Le télétravail va impliquer des changements très, très importants au niveau informatique pour la sécurité de l'information. Il y a toute la nouvelle réglementation et des pratiques de sécurité de santé au travail. Ne négligez pas cet aspect-là. C'est assez hallucinant tout ce qu'il va y avoir à faire de ce côté-là. Donc, et aussi, oups, pardon, il y a tous les programmes gouvernementaux. Donc, c'est une entreprise qui est proactive, donc elle se tient au courant des nombreux programmes gouvernementaux, quelque chose qui n'a jamais existé auparavant et que tout d'un coup se manifeste. Ils planifient la relance et ils revoient leur planification stratégique et leur modèle d'affaires. Ils profitent de cette opportunité-là pour se mettre à jour. Et vous avez toujours dans la même catégorie des entrepreneurs, des gens d'affaires qui sont très à l'aise financièrement et qui profitent de cette situation-là pour prendre une pause. Donc, ils sont ce que j'appelle à l'état dormant. Okay? Ils s'assurent que leur trésorerie est correcte, ils ont réduit les effectifs et ils regardent les programmes gouvernementaux et bref, ils sont en congé total jusqu'à ce que ça reprenne. Je peux vous dire que moi, j'ai deux clients comme ça. Et j'ai eu de très, très bonnes conversations avec ces deux clients-là. Moi, personnellement, je considère que c'est une erreur majeure. On ne peut pas être arrêté à l'état dormant actuellement comme entrepreneur parce que le monde est en train de changer et c'est pas vrai que les clients vont revenir dans les mêmes conditions. Je ne crois pas à ça. Peut-être que je me trompe, mais je peux vous dire que j'ai consulté beaucoup de gens et mon opinion est assez partagée. Donc, il y aura des changements majeurs et ces gens-là qui sont à l'état dormant risquent, quand la situation va être prête à réouvrir leur entreprise, ils risquent de frapper un mur assez solide, assez solide. Donc, je ne gagerai pas sur leur entreprise dans les mois qui vont suivre la réouverture. La troisième colonne, c'est la colonne où votre situation financière est extrêmement précaire et vous avez très peu de trésorerie. Ça fait déjà plus d'un mois que vous êtes arrêté. Et bref, vous ne tiendrez pas le coup encore bien, bien longtemps. On parle de 1, 2, 3 semaines au gros max. Et bref, vous risquez de vous retrouver dans une situation extrêmement difficile. Il y a des gens, il y a des organisations qui avaient une situation financière très précaire avec peu ou pas de trésorerie avant même le début de la COVID. C'est peut-être une opportunité pour vous autres de revoir là, le type d'entreprise que vous aviez et de peut-être mettre fin à vos activités parce que la COVID ne vous aidera pas. Mais bref, si vous êtes en situation financière précaire, vous avez des gestes à poser. La gestion de la trésorerie, ce qu'on appelle en anglais cash is king. Je pense que ça ne peut pas être plus d'opportunités. Il faut que vous gériez ça là, au jour le jour. Arrangez-vous pour percevoir vos clients. Planifiez différents scénarios financiers. Votre personnel est à pied. Et là, vous allez devenir une personne à tout faire parce que vous n'avez plus les moyens de vous payer. Renseignez-vous sur la nouvelle réglementation des RH pour la santé et la sécurité. Probablement que vous allez perdre beaucoup de personnel. Il y a quelque chose qui est intéressant et qu'on vit dans le marché actuellement. Il y a deux phénomènes qui se produisent. Il y a beaucoup d'entreprises qui perdent leurs employés parce qu'il y a des organisations qui offrent des salaires beaucoup plus élevés ailleurs et qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Je vous rappelle qu'avant la COVID, le Québec vivait pour la première fois de son histoire une pénurie dans la main-d'œuvre.
Et là, ce qui se passe, vous avez des exemples très concrets. Le président de Métro, lorsqu'il s'est présenté à Tout le monde en parle, à l'émission Tout le monde en parle, il y a 2 semaines, il a mentionné que Métro était à la recherche de 1700 employés. Et tout le monde sait dans le marché que Métro paye très bien son personnel. Donc, on parle de salaires qui sont dans les 20 quelques dollars de l'heure. Il y a aussi le gouvernement Legault qui a annoncé qu'il payait et qui n'arrête pas de bonifier les offres pour les gens pour aller travailler dans le domaine de la santé. Et que là, maintenant, ils sont rendus à 21 de l'heure. Bien, ça, je n'ai pas besoin de vous dire que toutes les PME qui ne payaient pas leurs employés jusqu'à concurrence de 21 de l'heure, je m'excuse, mais vous risquez de perdre beaucoup, beaucoup d'employés qui ne voudront pas revenir travailler pour vous. Et ça vient encore plus impacter votre organisation. Et je peux continuer. Il y a plein d'autres exemples comme ça d'entreprises qui se mettent tout d'un coup à rémunérer leur personnel de façon importante avec des salaires beaucoup plus élevés qu'avant la crise. Et ça va faire en sorte que les employés ne reviendront pas. Moi, j'ai une entreprise qui a comme client qui a réouvert cette semaine. Donc, elle n'est pas à Montréal, elle est en dehors de Montréal. Et elle a réouvert cette semaine et il y a plus de la moitié de ses employés qui ont dit qu'ils ne revenaient pas. Je peux vous dire que le propriétaire était en état de panique totale. Okay? Donc, si vous êtes dans cette situation-là, regardez les programmes gouvernementaux, essayez de trouver les opportunités, cherchez l'innovation, essayez de voir si vous pouvez être innovateur. Si vous ne pouvez pas, je pense que vous avez des décisions à prendre très, très sérieuses par rapport à l'avenir de votre organisation. La quatrième colonne, c'est vous êtes en activité complète. Donc, votre organisation profite de la COVID-19 pour augmenter ses ventes. Vous faites partie des services essentiels. Bref, n'oubliez pas que même si vos ventes augmentent, vous devez gérer votre trésorerie de façon très, très serrée parce que c'est aussi difficile de gérer une entreprise en croissance que de gérer une entreprise en décroissance d'un point de vue trésorerie. Donc, faire attention à ça. Gérer vos comptes clients. Il y a une augmentation importante de la demande et il faut sécuriser votre chaîne d'approvisionnement. C'est un des mots-clés parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en opération mais qui ont de la difficulté avec leur chaîne d'approvisionnement, avec leurs fournisseurs. Donc, bref, faites attention à ça. Il y a aussi toute la gestion des coûts additionnels. Moi, j'ai rencontré, il y a 10 jours, j'ai rencontré un propriétaire d'une épicerie IGA. Et j'ai eu une bonne conversation avec cette personne-là sur tous les frais additionnels qu'il a dû encourir pour gérer son épicerie. Il m'a expliqué que c'était astronomique. Il m'a dit, ça me prend des gardiens de sécurité maintenant. Il a tout fallu mettre des indications au sol, repenser, reconfigurer l'espace de magasinage dans l'épicerie. Il y a plein de mesures additionnelles pour protéger à la fois les clients, la nourriture, les employés et tout ça. Ça lui a coûté la totale. Bon, des entreprises comme IGA ont contribué là, à absorber certains coûts. Mais bref, même si on peut penser que le domaine des épiceries actuellement est en croissance, il y a des coûts très importants qui viennent avec cette croissance-là. Et il me disait que chez IGA, la direction de IGA pense que ça va se continuer dans le temps. Donc, ce n'est pas une question de seulement de la période de COVID, mais que ça va se continuer encore pendant au moins 1 an ou 2. Donc, ce qui veut dire que ça va affecter sensiblement les résultats de l'organisation. La quatrième colonne, c'est les entreprises qui sont en activité partielle. Donc, ils ont mis à pied la majorité de leurs employés, mais qu'il y a encore un 15 ou 20 qui fonctionnent. Un exemple concret, c'est la compagnie Bauer ou encore les restaurants qui ont fermé leur salle à manger, mais qui, le comptoir à emporter ou encore la livraison fonctionne très, très bien. Donc, ce sont des organisations qui sont en opération partielle. Bref, le but de ces organisations-là, c'est d'absorber leurs coûts fixes parce que, bon, ils n'ont pas de coûts variables, mais leurs coûts fixes sont d'un certain montant et avec les ventes, le peu de ventes qu'ils font, ben, c'est d'absorber ces coûts fixes-là.
On planifie différents scénarios. Encore là, il faut faire des ententes avec les fournisseurs parce que peut-être qu'on n'est plus capable de payer nos fournisseurs aux 30 jours, aux 21 jours. Donc, on les paye aux 45 ou 60 jours, ce qui ne sera pas évident, je vous garantis. Ça dépend de votre dossier avec votre fournisseur et ça dépend de l'importance que vous avez là, avec votre fournisseur. Mais bref, il faut faire ça. Il faut ajuster ses effectifs. Le télétravail fera partie de votre vie. Vous avez probablement dû mettre en place ou vous devrez mettre en place les nouvelles règles de santé et sécurité pour la protection des employés au travail. Il y a aussi la protection des clients. Probablement que vous aussi, vous êtes dans une situation où vous avez peur de perdre votre personnel. Il va falloir gérer tout ce changement-là. Expliquer aux clients, aux employés, à vos fournisseurs toutes les nouvelles règles de fonctionnement. Je vous recommande fortement d'obtenir du financement de la banque ou encore des programmes gouvernementaux. Et bref, profitez donc vous aussi de cette occasion-là pour remettre à jour votre plan stratégique et votre modèle d'affaires. D'ailleurs, ceux qui n'en auraient pas, c'est peut-être l'opportunité en or qui s'offre à vous de vous en faire un plan stratégique. D'accord? Ce qui m'amène à vous dire que ce processus-là, dans son ensemble, c'est un processus de gestion du changement. Tout ce qu'on vit par rapport à la COVID actuellement, tout ce qu'on subit, c'est pour ça que vous voyez le mot subir à l'écran, c'est un choc, donc un choc qui est brutal pour la société. C'est quelque chose qu'on n'avait pas envisagé, mais qui frappe pas seulement le Québec, mais qui frappe le monde entier. Et bref, certains d'entre nous doutaient au tout début, mais là, je pense que maintenant, tout le monde y croit, on n'a pas le choix, on est dedans. Comme entrepreneur, vous devez être un bon leader d'influence. Les employés, les clients de vos organisations doivent sentir qu'il y a un capitaine à bord du navire. Si, que ce soit les clients ou les employés, si ces gens-là perçoivent qu'il n'y a pas de capitaine à bord du navire, c'est dommage, mais vous allez perdre leur confiance et ils ne croiront plus en vous. Donc, vous devez être un excellent leader d'influence. Et pour implanter ce changement-là, bien, vous allez devoir être un promoteur du défi parce que par défaut, il y aura beaucoup, beaucoup de changements et ça va vous demander énormément de temps. Donc, bref, vous allez devoir écouter vos clients, écouter vos employés, écouter ce qu'ils ont à dire, pourquoi ils ne veulent pas venir travailler ou quelles sont les conditions qu'ils imposent pour venir travailler maintenant. Le monde va changer et ça ne sera pas évident. Vous allez devoir être entrepreneur et aussi gestionnaire. Et je vous garantis que ce ne sera pas donné à tout le monde de réussir. OK? Et bref, d'imposer tous ces changements-là, vous allez devoir naviguer dans le changement. Donc, un leader d'influence, un promoteur du défi, un coach et aussi un excellent navigateur dans le changement. Et je vous montre cette citation-là de notre ami Darwin qui nous dit que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. C'est probablement la citation de Darwin la plus célèbre. Alors, c'est important là, de comprendre ça. Et si vous voulez survivre ou encore vous redéfinir, c'est le temps de le faire. On passe à la deuxième section, la phase 2, passer à l'action. Passer à l'action, on regroupe ça sous 6 grands éléments. Le premier, c'est d'exercer son leadership en situation de changement. Je vous le répète, ce n'est pas donné à tout le monde d'être un bon leader. Donc, là, c'est le temps de vous mettre en évidence. Vous allez devoir déployer votre cellule de gestion de crise. Vous allez faire un bilan de votre situation financière, l'état de votre trésorerie, l'état de vos ressources humaines. Et surtout, ce qui est important, c'est d'évaluer vos coûts. Si je vous pose la question à brûle-pourpoint, est-ce que vous connaissez par cœur vos coûts totaux fixes par mois? Est-ce que vous les connaissez? Vous devez absolument maîtriser ce chiffre-là sur le bout de vos doigts. Vous devez savoir exactement quelle est la somme de vos coûts totaux mensuels. Donc, si je reviens au premier point, exercer votre leadership en situation de changement, bien, vous allez devoir prendre des décisions qui ne seront pas faciles et qui vont vous empêcher de dormir.
Le président directeur général du Cirque du Soleil, M. Daniel Lamarre, racontait dans une entrevue à la télé dernièrement que lorsqu'il a mis 85% de son personnel à pied dernièrement au Cirque du Soleil, il n'a pas dormi pendant 3 jours avant de prendre cette décision-là. Il a été 3 jours sans dormir parce qu'il était incapable de vivre avec la décision qu'il allait prendre. Hey, c'est ça, être entrepreneur. Ça veut dire qu'il faut prendre des décisions qui vont probablement à l'encontre de ce que l'on pense, de nos valeurs et tout ça, mais vous allez devoir les prendre pour assurer la pérennité de votre organisation, si ce n'est pas déjà fait. Donc, il va falloir mobiliser vos équipes. Il faut vous assurer que vos équipes continuent de croire en vous, voir les opportunités, voir les occasions. Et dans certains cas, comme la compagnie Bauer l'a fait, comme certains restaurateurs l'ont fait, comme notre ami qui vend de la vodka l'a fait, vous allez peut-être devoir vous redéfinir. Donc, ça s'appelle exercer son leadership. Deuxièmement, il faut déployer votre cellule de gestion de crise. Là, je ne connais pas, parmi les participants aujourd'hui, je ne connais pas l'état de votre organisation. Est-ce que vous êtes des travailleurs autonomes ou est-ce que vous êtes des entrepreneurs avec des entreprises, avec des employés, tout ça? Si vous êtes des entrepreneurs avec employés, c'est le temps de vous créer un comité de gestion de crise avec quelques personnes clés en qui vous avez confiance. Et s'il vous plaît, ne pensez pas que vous allez devoir tout régler vous-même. Ce sera impossible. Il y a trop de travail à faire. Vous allez devoir déléguer et responsabiliser certaines personnes. Vous allez devoir faire confiance à des gens. Ne pensez pas être un one-man show ou un one-woman show. Ce sera impossible dans cette période-ci parce qu'il y a trop d'imprévus à penser. Donc, déléguer et responsabiliser, réunir votre comité et donnez-leur des rôles très importants. Faites confiance aux gens. Troisième élément, c'est de faire le bilan de la situation financière de votre organisation. C'est quoi votre niveau de dette, votre niveau d'endettement? C'est quoi vos obligations financières? Est-ce que vous avez beaucoup de comptes à recevoir? Quel est l'état de vos comptes à recevoir? Est-ce que vous avez des montants à recevoir des gouvernements, des sommes qui sont dues? Analyser les programmes gouvernementaux, analyser ça attentivement, voir ceux qui s'appliquent à vous. Très, très important, ne négligez pas cet aspect-là. Parlez avec votre banquier. C'est super important que votre banquier perçoive qu'il y a un capitaine à bord du navire. N'oubliez jamais qu'un banquier, il faut sécuriser un banquier. C'est un des rôles de l'entrepreneur, c'est de sécuriser son banquier pour qu'il continue à croire en vous et en votre organisation. Donc, tenez-le au courant de ce que vous faites. Posez-lui des questions, comment il peut vous aider et tout ça. Bref, il faut que vous évaluez la situation financière de votre organisation et voir comment vous allez assurer sa pérennité. Dans l'évaluation de la situation financière, on a ce qu'on appelle la trésorerie, ce que les Anglais appellent « cash is king ». Donc, évaluez vos liquidités, c'est le nerf de la guerre. Combien vous en avez? Vous avez des liquidités qui vous permettent de tenir combien de temps? Super important. Et là, vous allez devoir faire des prévisions. Des prévisions, je vous le dis, vous n'aurez jamais fait ça aussi souvent dans votre vie. Ça va faire partie de votre quotidien, faire des prévisions en fonction de toutes les nouvelles données qui arrivent. Vous allez devoir en faire régulièrement, certains à la journée, d'autres à la semaine, d'autres aux 2 semaines, d'autres au mois. Mais bref, il faut que vous fassiez des prévisions pour au moins 6 mois en avant. Il faut que vous soyez capable de prévoir ce qui s'en vient dans les semaines, dans les jours, dans les mois à venir et de vous ajuster en conséquence pour voir combien de temps vous allez tenir le coup. Négocier des ententes avec vos fournisseurs et avec vos clients pour vous assurer que ceux qui ont des comptes à recevoir, que vos clients vous payent et d'obtenir du financement. Et tout ça, ça va faire en sorte que vous allez devoir préparer beaucoup de documentation. Moi, j'ai plusieurs de mes clients qui pensaient que le gouvernement donnait l'argent à cause de vos beaux yeux. Si vous pensez que le gouvernement vous a lancé tous ces programmes-là et que vous allez obtenir ça en cliquant des doigts, oubliez ça. Il y a une tonne de paperasse à remplir avant d'avoir ces choses-là. Et parmi la paperasse à remplir, les prévisions sont là-dedans. Le gouvernement veut s'assurer qu'avant de vous donner
de l'argent sous forme de subvention ou de prêt que votre entreprise va survivre à ce processus-là. Si le gouvernement juge que vous ne survivrez pas, il ne vous aidera pas. N'oubliez pas que toutes les mesures qui sont mises de l'avant par le gouvernement, le but premier, c'est de vous aider à passer au travers le COVID-19. Le but n'est pas de vous aider à survivre si vous étiez déjà en difficulté financière avant même la COVID-19. Donc, il y a des gens, moi, qui m'ont regardé, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Richard, c'est le temps idéal pour me sortir de ma situation financière précaire. Et moi, je lui ai répondu, non, tu risques de ne pas être aidé par le gouvernement parce que ce n'est pas le but du gouvernement d'aider les entreprises qui étaient déjà en difficulté financière. OK? Donc, faites attention à ça. Il y a beaucoup de paperasse à remplir. Okay? Je pense, entre autres, là, à mon entrepreneur, un de mes 2 entrepreneurs qui est à l'état dormant actuellement et qui pense que quand il va réouvrir, là, il va remplir et il va avoir tout l'argent du gouvernement comme ça. Je pense qu'il risque de frapper un mur. Le 5e élément, c'est de déterminer l'état des ressources humaines. Dans quel état sont vos employés? Est-ce qu'ils sont chez eux? Ceux qui travaillent, quel état d'esprit ils sont? Puis bref, parce que les choses vont avoir changé, ben peut-être que le nombre d'employés, le nombre de ressources ne sera plus le même. Je pense entre autres là, la nouvelle règle qui est imposée par le gouvernement sur le nombre d'employés maximal qu'une entreprise doit avoir, c'est-à-dire 50 employés plus 50 de l'écart. Donc, vous ne pourrez plus fonctionner avec le même nombre d'employés. Pour ceux qui sont plus petits, ben, est-ce que vos employés sont prêts à revenir travailler chez vous? C'est quoi leurs besoins? Est-ce qu'ils sont nerveux? Dans quel état d'esprit ils sont? Bref, moi, je vous suggère de communiquer avec eux régulièrement, de les tenir au courant de ce que vous faites, de ce que vous êtes en train de faire pour eux et de préparer le retour au travail. Il va falloir que vous fassiez ça. Le 6e élément, c'est ce que je vous mentionnais plus tôt. Il faut que vous maîtrisiez vos coûts variables et vos coûts fixes. C'est super important parce que ça détermine la période de temps que vous allez pouvoir tenir le coup. Donc, vous devez savoir par cœur la somme de vos coûts fixes. Vous devez aussi les comprendre. Pourquoi les comprendre? Mais parce que là, vous êtes dans une période où il va falloir que vous regardiez quels sont les coûts fixes que je peux réduire ou encore que je peux éliminer. Et vous risquez d'avoir des surprises. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui découvrent dans cette période-ci certains coûts fixes qu'ils n'avaient pas vus depuis très longtemps. Et moi, je peux vous dire que des exercices que j'ai faits avec des entrepreneurs, on a réduit de beaucoup les coûts fixes actuellement. Alors, vous allez être surpris. Fait que c'est très, très important. Bref, ce sont les 6 grandes étapes de la phase 2. Phase 3, revoir ses stratégies. Ben, quand on revoit nos stratégies, ben, bref, la première chose qu'il faut faire, ben, c'est profiter de cette occasion-là pour soit faire son plan stratégique ou encore réviser son plan stratégique et son modèle d'affaires parce que les choses vont changer. Et encore une fois, là, vous allez devoir composer avec l'incertitude parce que ce n'est pas vrai qu'on a toute l'information. Il y a de l'information qui arrive au compte-gouttes. Ce qui se dit aujourd'hui risque d'être différent dans 2 jours, dans 3 jours. Bref, ça fait partie des choses du travail que vous avez à faire pendant cette période-là. Essayez de prévoir ces changements-là, prévoir les changements dans la demande. Si je suis dans l'industrie touristique actuellement, d'après vous, ça va prendre combien de temps avant que les gens se mettent à voyager? Avant même qu'ils voyagent, je vous rappelle qu'actuellement, toutes les frontières, pas uniquement celles entre le Canada et les États-Unis, mais pratiquement toutes les frontières sur la planète sont fermées actuellement. Donc, on ne peut même pas penser voyager. OK? Donc, on n'est pas prêt si vous êtes dans l'industrie touristique, là, on n'est pas prêt de voir les avions se mettre à voler de nouveau avec des clients et tout ça. Et j'ai vu une note, à peu près 30 minutes avant que j'entre en onde avec vous tantôt, j'ai eu un courriel me disant que l'industrie touristique des croisières, les États-Unis, apparemment, je n'ai pas lu le document, mais apparemment que l'industrie des croisières ne pourra pas être opérationnelle avant 2022. 2022. C'est dans 20 mois, ça. C'est incroyable, là. C'est un impact majeur. Donc, essayez de voir les changements qui s'en viennent dans vos organisations.
Sécuriser votre approvisionnement. Il y a un élément intéressant que j'ai vu la semaine dernière dans le journal Les Affaires. Ils ont publié un article avec un Québécois qui vit en Chine et qui est PDG d'une assez grande organisation en Chine. Et il vit dans une région qui a été déconfinée depuis quand même quelques semaines déjà. Et il raconte tous les problèmes qu'il a dû vivre après le confinement. Et là, il nous dit dans l'article que toute la question d'approvisionnement avec les fournisseurs, c'est la bagarre. Donc, c'est la loi de la jungle avec les fournisseurs. Et il recommande fortement de sécuriser l'approvisionnement. Et les entreprises ont besoin d'équipements maintenant, de plexiglas, de masques, de plein de choses, de gants pour leurs employés, protéger leurs employés. Et il paraît que c'est la bagarre pour se procurer ça avec les fournisseurs. Donc, il recommande fortement d'obtenir ces équipements-là tout de suite avant même la réouverture pour que vous n'ayez pas de problème à l'ouverture. Quatrième élément, c'est d'instaurer les nouvelles pratiques de santé et sécurité. Ne les négligez pas et vous allez voir qu'ils vont vous coûter cher. C'est quelque chose qui va vous coûter assez cher, merci. Les impacts de la gestion du changement, la COVID-19 nous oblige à changer beaucoup de choses et ça fait en sorte qu'on deal avec des humains et ça fait en sorte que on va devoir composer avec tous les aspects de la gestion du changement. Il va falloir naviguer sur le changement. Planifiez vos stratégies de communication. Ici, on parle de communiquer avec vos clients, avec vos fournisseurs, avec vos employés ou encore avec tous les intervenants et les parties prenantes, le banquier, vos consultants, tous les gens qui sont parties prenantes dans vos organisations. Tenez-les au courant. Je reviens encore là-dessus. Il faut que tout le monde perçoive qu'il y a un capitaine à bord du navire. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il faut revoir vos objectifs. Si vous vous étiez défini des objectifs au début de l'année, ils risquent d'être impactés assez sérieusement, donc ça serait important de les revoir. En même temps, de reconsidérer vos indicateurs de performance. Si vous aviez choisi certains éléments communément appelés des KPI, des indicateurs de performance, sûrement les revoir. Pour certains d'entre vous qui ont des organisations avec des employés et qui ont des employés rémunérés à salaire de base plus bonification, je pense qu'il va falloir revoir la bonification des employés parce que ça risque de ne pas tenir la route. Et on sait tous que la bonification dans les organisations, c'est ce qui sert de source de motivation aux employés, ou encore aux membres de la direction. Alors, il faut revoir ça. Et tous vos besoins en RH, parce que dans l'étape précédente, vous allez revoir votre plan stratégique, vous allez revoir votre modèle d'affaires, vous allez mettre en place vos nouvelles pratiques. Donc, quels sont vos nouveaux besoins en ressources humaines? Il y a des employés que vous allez embaucher que vous n'aviez pas avant, des compétences que vous allez rechercher que vous n'aviez pas avant. Il y a des compétences que vous aviez avant qui ne seront plus requises. Bref, il y aura des changements importants dans les ressources humaines et dans les habiletés que vous allez rechercher. Et ça nous mène à la dernière étape. Il faut préparer la reprise. Ceux qui sont à l'extérieur de Montréal, vous avez déjà commencé. Ceux qui sont dans la grande région métropolitaine, ce n'est pas encore prêt. Mais pendant ce temps-là, je vous invite à vous préparer. Alors, planifier le retour des activités par étapes. Qu'est-ce que je veux dire par là, par étapes? Attendez pas. Si je prends par exemple, M. Legault hier a dit que dans la région de Montréal, on pourrait rouvrir le 25 mai. Attendez pas le 25 mai pour réouvrir. Non. Pourquoi? Parce que là, vous allez devoir mettre en place toutes les nouvelles procédures santé-sécurité. Vous allez devoir former votre personnel à toutes ces nouvelles étapes-là. Okay? Vous allez devoir leur expliquer toutes les nouvelles règles de santé et sécurité. Donc, ça, ce n'est pas la journée de réouverture qu'il faut faire ça. Il faut faire ça une semaine avant, 10 jours avant. Donc, le retour des activités, ça se fait par étapes. Très, très important. Comment on va communiquer notre réouverture aux clients? Donc, ce n'est pas la journée même, c'est la semaine avant, c'est 10 jours avant qu'il faut communiquer ça. Bref, il y a beaucoup de travail à faire avant même la journée de réouverture. Il faut adapter ses activités.
Je fais référence là, pour ceux qui sont allés à l'épicerie. Maintenant, vous savez qu'il y a des sens uniques dans les allées à l'épicerie. Ils ont mis des flèches au sol, donc il faut suivre les flèches et c'est des sens uniques. Et là, vous avez un gardien de sécurité. Si vous ne suivez pas ça, il y a un gardien de sécurité qui vient vous avertir que vous ne suivez pas le sens unique. J'ai été avisé moi-même, donc je ne suivais pas les flèches. Alors, on m'a ramené à l'ordre, donc il va falloir former votre personnel, aviser vos clients et tout ça. Et dans toutes les industries, il y aura des nouvelles mesures comme ça. Mettre en place les nouvelles mesures, soyez prêts à gérer le changement. Vos employés risquent d'être émotifs, vos clients aussi risquent d'être émotifs. Moi, si je prends exemple, mon gendre, il est pharmacien. Donc, moi, je peux vous dire qu'il m'en raconte des vertes et des pas mûres sur l'émotivité des clients dans les pharmacies. C'est quand même assez particulier, le niveau d'émotivité et aussi avec les employés. Donc, ce n'est pas facile actuellement. Vous allez devoir composer avec ça. Les gens ont peur, les gens sont craintifs. Et rajouter à ça le fait qu'il y a beaucoup de personnes, et ne négligez pas cet aspect-là, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir perdu des proches dans cette aventure-là. Des gens qui vont être morts au combat. Et ces gens-là sont affectés. Moi, je connais quelqu'un là, qui a perdu son père et sa mère en 3 jours. Et les deux étaient en parfaite santé. Ils les ont perdus dans une période de 3 jours. Et ils ne les ont pas vus. Ils n'ont pas vu leur père et leur mère disparaître. Ces gens-là sont très émotifs actuellement, là. OK? Communiquez avec vos clients, vos fournisseurs, vos employés, votre banquier. Évaluez vos nouveaux besoins en RH. Très important. Commencez tout de suite à planifier le recrutement si nécessaire ou encore toute la reconfiguration de vos postes de travail. Moi, j'ai des clients là, qui sont au centre-ville de Montréal et je m'image déjà dans ma tête là, leurs espaces de travail où les employés sont à 2 pieds un de l'autre ou à 3 pieds un de l'autre. Oubliez ça, c'est terminé. Ça prend une reconfiguration des pieds carrés des espaces de travail parce que les employés vont refuser de venir travailler et c'est une nouvelle mesure de santé et sécurité. Donc, qui dit pieds carrés dit coût très élevé. Alors, il faut que vous pensiez à ça tout de suite, pas la journée du retour, tout de suite. Vous allez devoir acheter des équipements de protection, des nouveaux équipements pour protéger vos employés, vos clients. C'est tout de suite qu'il faut faire ça. Obtenir l'aide gouvernementale, dans les étapes précédentes, il fallait vous renseigner sur les différents programmes, remplir la paperasse. Là, maintenant, il faut l'obtenir, cet argent-là. Donc, assurez-vous d'obtenir vos sommes là, pour vous aider financièrement. Et le dernier élément qui va être présent à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, vous allez devoir constamment réévaluer la situation. Et peut-être que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai dans 2 jours, dans 3 jours, la semaine prochaine. Ça va constamment changer. Ce n'est pas rose-rose. Il y a beaucoup de travail qui s'en vient pour tout le monde. Mais bref, la reprise, elle ne sera pas évidente. En conclusion, je vous laisse sur ces 5 éléments-là. En tant qu'entrepreneur, vous allez devoir exercer un excellent leadership. Il faut que tout le monde sente qu'il y a un ou une capitaine à bord du navire. S'il n'y a pas de pilote dans l'avion, vous ne passerez pas au travers. Très, très important. Vous allez devoir mobiliser vos troupes, mobiliser votre équipe, votre cellule de crise, mobiliser vos employés, mobiliser vos intervenants, votre banquier, sécuriser votre banquier. Bref, il y a beaucoup de leadership à exercer là-dessus. Bien gérer sa trésorerie, ses coûts et son approvisionnement. Sa trésorerie, c'est ce qui vous permet de survivre. Gérer vos coûts, c'est de connaître, d'avoir une connaissance impeccable. Pas juste votre comptable ou votre personne des finances. Là. Vous, comme entrepreneur, vous devez les connaître, vos coûts, par cœur, sur le bout de vos doigts. Sécurisez votre approvisionnement. Très, très important. Faites-le tout de suite. Attendez pas à la dernière minute. Naviguer dans le changement, il va être omniprésent à tous les jours, à toutes les minutes, toutes les heures.
Et ça sera probablement un de vos plus grands défis parce que ce n'est pas donné à tout le monde de naviguer dans le changement. Le dernier élément, la communication. Communiquer avec vos employés. Tenez-les au courant, s'il vous plaît, même s'ils sont chez eux actuellement. Dites-leur ce que vous faites. Vos clients, vos fournisseurs, votre banquier, bref, la communication devient présente. Et les CPA, sachez que les CPA sont prêts à vous aider là-dessus parce qu'ils ont été formés pour ça. Donc, un CPA est bien placé. Alors, je vous remercie. Ça conclut ma présentation. Merci infiniment. Je vais passer à la période de questions. Oui, Richard, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette présentation. C'était riche en informations. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait déjà une question des thèmes, mais avant de passer à la question des thèmes, j'aimerais vous poser d'abord, je me permets de vous poser d'abord en premier lieu une question, à savoir, est-ce que la COVID-19 aura plus d'impact négatif sur de petits entrepreneurs, entre guillemets, versus les grandes organisations, parce que ce n'est pas tout le monde qui aura la capacité, premièrement, de faire un switch dans ce qu'il faisait avant versus ce qu'il pourrait entrevoir, l'occasion de business qu'il pourrait entrevoir. On a parlé des compagnies, plusieurs compagnies québécoises qui ont fait les switches entre la fabrication de l'alcool qu'on boit versus les désinfectants pour les mains. Si on parle, vu qu'on est dans le cadre de la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec, si on parle par exemple des entrepreneurs congolais, beaucoup sont par exemple dans la restauration. Ouais. Et la restauration, on sait, vous l'avez mentionné, ça va subir un grand coup. Ouais. Oui. Est-ce que, par exemple, dans le cas de notre communauté qui est concernée là actuellement, est-ce qu'il faudra plus s'attendre à fermer les portes des restaurants dans les jours à venir et peut-être envisager un retour vers les salariats? Écoutez, l'industrie de la restauration est définitivement un des endroits qui va être affecté de façon très sérieuse. Si je me fie à ce que l'association, l'ARQ, l'Association des restaurateurs du Québec, a prévu, ils ont prévu 47 à 48 de perte de membres et de faillite dans le domaine de la restauration. Donc, c'est extrêmement élevé. Vous savez aussi, ceux qui sont dans la restauration le savent, les banques ne sont pas très friands de faire des prêts aux restaurateurs. C'est vrai. Ils n'aident pas les restaurateurs. OK? Donc, bref, si vous voulez continuer à opérer vos restaurants, vous allez devoir dépendre de ce que j'appelle le love money. Donc, des gens qui sont prêts à vous faire confiance et à vous prêter de l'argent ou encore le capital de risque et tout ça. Ce ne sera pas avec les banques traditionnelles. Oubliez ça, les banques traditionnelles refusent totalement de prêter de l'argent aux restaurateurs. Ils ne sont pas très, très friands là-dessus. Donc, si vous êtes restaurateur actuellement, vous devez avoir une bonne trésorerie, sinon vous risquez de ne pas passer au travers. Excellent. Je propose, j'ai vu, il y a Tam qui avait déjà posé une question. Tam, je vous inviterai à mettre votre micro on. Comme ça, vous pouvez poser votre question directement à Richard. Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, bonjour, monsieur Richard. Bonjour. Ma question est essentiellement de savoir comment les banques vont réagir. C'est sûr que pour l'instant, elles annoncent partout qu'elles vont soutenir pendant cette période, mais bon, les banques, elles sont là pour faire de l'argent comme toute entreprise. Et souvent, elles proposent des reports de paiement. Ce que personnellement, dans le cas par exemple d'une entreprise qui a des problèmes de trésorerie déjà avant la crise du COVID-19, je considère que ça peut être un piège parce qu'en fait, un report de paiement ne signifie pas un effacement. Oui, un effacement du paiement. Donc, vous pelletez par l'avant, en fait, exact. Habituellement. Bon, ça, c'est une chose. Comment tout ça va gérer? Parce que ce n'est pas très clair. Ça. Les banques parlent du maintenant, mais ne parlent pas de l'après.
Or, elles vont devoir s'adapter aussi, elles vont subir des pertes, il ne faut pas se faire des illusions, peut-être plus des coûts additionnels parce qu'ils doivent adapter aussi leur succursale en conséquence, leur plateforme numérique aussi sont en train en fait déjà de s'adapter par rapport à la réalité. Et puis, comme vous l'avez dit dans votre présentation, c'est des coûts additionnels qui n'étaient pas nécessairement budgétés au départ. Puis ces coûts vont être refilés à quelqu'un, là. Et puis, on ne va pas s'en cacher, là. À un moment donné ou à un autre, on va devoir payer la facture pour ça. Puis là, ça m'amène à l'autre question, c'est par rapport au taux d'intérêt pour négocier dans le futur. Est-ce que, comment vous entrevoyez toutes ces choses-là par rapport à la suite des choses? Bien, en fait, la seule chose qui me sécurise dans la COVID-19, c'est que ce n'est pas unique au Québec. C'est mondial. Donc, quand je vois M. Trudeau se transformer en Père Noël et de donner plein de cadeaux et plein de mesures, plein de subventions, et qui atteignent maintenant les 280 milliards de dollars, mais quand je compare avec l'Angleterre, avec le Royaume-Uni, avec la France, l'Espagne, les pays européens, les États-Unis, tout le monde fait pareil. Donc, ça veut dire, et si vous vous souvenez de la séquence des événements, la première fois, M. Trudeau a été lent à réagir, mais la première fois qu'il a réagi, c'est au lendemain d'une réunion des ministres des Finances du G20. Et moi, j'ai interprété, et c'est mon interprétation personnelle, peut-être que je me trompe, moi, j'ai interprété ça comme quoi les gens du G20 s'étaient mis d'accord pour faire ces mesures-là partout, dans tous les pays. OK. Donc, tout le monde va être dans le même bateau un peu partout. Et j'ai l'impression qu'ils vont devoir réémettre de la monnaie. Ça va dévaluer le dollar canadien, mais ça va aussi dévaluer toutes les monnaies sur la planète. Donc, parce que tout le monde va le faire. Donc, on va tous être au même niveau. OK, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça répond peut-être aussi à une de mes questions en fait, par rapport au fait que la planche à billets fonctionne partout à plein régime. Là, et puis, je ne suis pas nécessairement économiste de formation, mais de ce que je comprends, la planche à billets, quand elle fonctionne, ça provoque l'inflation. Alors, je me demandais comment tout ça allait être géré, parce que l'inflation, c'est l'augmentation des prix, et ainsi de suite. Et Ouais. ça, on ne le vit pas encore. C'est sûr qu'il y a un équilibre entre la productivité et puis la masse monétaire qui est en circulation. Mais on s'entend que les pays industrialisés vont se retrouver, même si on redémarre, là, on va se retrouver en situation de... On ne va pas redémarrer à 100%, et puis ça ne va pas venir d'ici, pas avant une année, dans le meilleur des cas. Vous avez raison. Alors, le niveau de productivité ne sera plus le même c'est clair. C'est très clair. qu'avant, et on n'aura plus le même niveau de richesse nécessairement. Donc, est-ce qu'on est capable de tenir cet équilibre-là pendant une longue période de temps sans qu'il y ait un impact sur la vie des individus en termes d'augmentation des prix des denrées de première nécessité, ainsi de suite? En fait, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir des augmentations de prix. Il risque d'y avoir une inflation, ça c'est sûr et certain. L'autre volet aussi, moi je me plais à dire aux gens, à mes enfants et aux gens qui sont plus jeunes, nous, ma génération au Québec, ça nous a pris 36 ans régler la dette olympique. Moi, je dis à mes enfants, est-ce que vous avez une idée du nombre d'années que ça va prendre pour régler ce niveau d'endettement-là des gouvernements? Ça va être incroyable. Là. On parle de 2 générations probablement. Là. On parle de 40 à 50 ans. Là. Ça va prendre pour régler la dette des gouvernements. Là. C'est hallucinant quand on pense à ça. Là. Okay? Mais encore une fois, je le répète, tous les pays occidentaux semblent se comporter de la même façon. Alors, tous les pays occidentaux s'en vont dans une direction pareille. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que selon M. Trudeau et selon le ministre des Finances, le Canada est le pays du G20 qui a la meilleure situation financière. Donc, bref, on est bien positionné pour faire face à cette crise-là. Et sachez qu'au Québec, nous étions, jusqu'à nouvel ordre, la seule et unique province qui faisait un surplus budgétaire dans les 2 dernières années. Nous étions la seule province. Bref, au Québec, on est en très bonne position. Très, très bonne position.
pour faire face à cette crise-là quand on se compare. Si on ne se compare pas, on pense qu'on n'est pas bien, mais quand on se compare, on est en bonne position. Il y a aussi un autre élément qui m'amène, ce que vous avez dit, qui m'amène à vous partager ce que j'ai vécu il y a 48 heures. Il y a 48 heures, j'ai participé à un sommet virtuel des plus grands stratèges mondiaux, donc les gourous de cette planète. OK? C'était un sommet virtuel et ça a duré 24 heures et à toutes les heures, il y avait une conférence des grands gourous de ce monde-là. OK? Et il y a quelque chose d'intéressant que j'ai retenu, c'est qu'il y en a un qui est remonté 100 ans dans le temps, qui a fait une étude de doctorat de 100 ans dans le temps sur les crises économiques ou les gros événements qui ont marqué la planète. Et il a révélé qu'à chaque fois qu'il y avait un gros événement, premièrement, c'était toujours un événement. Il n'y avait jamais deux événements en même temps, c'était toujours un seul. Dans le cas qu'on vit actuellement, on vit deux événements. On vit la COVID-19, mais en parallèle, on vit un crash boursier. On vit une crise économique en parallèle à la COVID-19. Ça, là, les gens ont tendance à l'oublier, mais avant que la COVID arrive, on était en plein crash boursier, là. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une première de vivre deux crises en même temps, là, simultanées. OK? Et l'autre élément qu'ils ont sorti, c'est que dans toutes les crises depuis 100 ans, il y a eu une baisse généralisée de l'économie entre 36 et 38 % qui a duré en moyenne 18 à 24 mois. Okay. Donc, ce qu'il disait, c'est que cette fois-ci, parce qu'on est frappé de double front, ça risque d'être encore plus long et ça va faire encore plus mal. Donc, ce sera supérieur à 36-38 % la baisse de l'économie selon eux et elle va être mondiale et elle va prendre beaucoup plus de temps à récupérer. Ça, c'est leur prévision. C'est ce que j'ai retenu là, des conférenciers il y a 2 jours. Okay, super. Merci beaucoup, Tam, pour vos questions. Est-ce qu'on aurait encore, on va prendre peut-être une ou deux autres questions avant de mettre un terme au webinaire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question? Je vois que Rita a une question. Alors, Rita, tu peux prendre la parole. Bonjour tout le monde. En fait, j'ai envoyé ma question par écrit tantôt. C'est que je voulais demander, est-ce que dans la procédure de réouverture, est-ce qu'on peut envisager l'augmentation des prix? L'augmentation de nos prix, dans le fond, pour pouvoir compenser les dépenses de cette réouverture-là, mais aussi pour pouvoir rééquilibrer notre flux budgétaire. Bien, il faut regarder ça sous deux angles. Il ne faut pas passer pour des abuseurs de situation, c'est-à-dire des entreprises qui profitent de la situation pour aller chercher des prix plus élevés. On parlait des banques tantôt, mais on parlait aussi des compagnies d'assurance. Là. Moi, j'ai 2 cas, là, entre autres, là, qui m'ont été rapportés par des compagnies, sur des compagnies d'assurance qui avaient doublé leurs primes avec certains clients. Donc, je pense que ça, ce n'est pas nécessairement souhaitable de faire ça. Ou encore les fournisseurs qui ont augmenté le prix du Purel. Là. Vous savez que le prix du Purel est monté à 25 $ la bouteille, je crois, ou le kilo, je ne sais pas trop quoi, là, mais c'était hallucinant le prix du Purel. C'est pour ça qu'il n'y en a plus dans les pharmacies aussi. Là. Mais bref, je pense qu'il ne faut pas être perçu comme ça. Dans un autre ordre d'idée, ben, il va y avoir des coûts additionnels, puis il va falloir absorber ces pertes-là. Je pense qu'il y a des ajustements à la liste de prix qui vont devoir avoir lieu, mais sans trop d'exagération. Je vous donne un exemple aussi très concret. Prenez les épiceries actuellement, IGA, Métro, Provigo, Adonis, nommez-les tous. Là. Moi, en tout cas, je ne sais pas où vous habitez, mais moi, toutes les semaines, dans le Publisac qui était mis à ma porte à toutes les semaines, il y avait un circulaire. Et avec plein de spéciaux. Et je peux vous dire qu'actuellement, IGA, Métro, ils ne font pas de spéciaux. Là. Il n'y en a plus de spéciaux. Là. Canadian Tire avait sa circulaire avec des spéciaux. Il n'y en a pas de spéciaux chez Canadian Tire actuellement. C'est prix régulier.
Donc, ils n'ont pas augmenté leur prix, mais ils ne font pas de spéciaux. Alors, interprétez ça comme vous voulez, mais c'est une façon d'augmenter ses prix. Ben, c'est une bonne stratégie, je trouve. D'accord. Richard, peut-être une dernière question. Merci pour ta question. Oui, Oui, c'est Jean. Oui, ça va bien? Oui, M. Binette. J'aurais quelques petites questions à M. Richard. D'accord. Que je pense que je connais bien, mais qu'on s'est rencontrés plusieurs fois, mais je ne me souviens pas exactement. Écoute, Richard, moi, je suis dans l'international. Donc, c'est sûr que ça me touche, mais un petit peu moins qu'au Québec. Parce que moi, je donne tout à ce contrat. OK? Je fais un salon international d'immobilier et investissement en Colombie. Et bien sûr qu'on a beaucoup de clients. Écoute, on devait faire le salon au mois de septembre. Et septembre qui s'en vient. Et on avait vendu déjà 70% du salon. Et je ne suis pas mieux qu'un autre. Tout mon argent est gelé à la banque. tout mon argent US est gelé à la banque en Colombie. Parce qu'en Colombie, les banques sont fermées. Aïe, aïe. Et c'est pas drôle parce qu'on parle de très gros montants US. Mais c'est une pandémie, ça n'a pas juste des mauvais côtés. Ça a des bons côtés aussi. Il y a plein d'opportunités. Ouais. On devait faire le salon en 2021, en septembre. Et avec quelques promoteurs que je connais, on s'est revisé. Et d'ailleurs, avec le centre de convention là-bas, on a joué un petit peu avec et tous les grands salons vont revenir seulement qu'en 2022. Mais moi, je pense que ça va provoquer un remue-marché. Ça va, écoute, autant ça va aller en bas, autant ça va aller en haut. Fait que t'imagines-tu, exemple, okay, on prend l'Espagne, qui était déjà avant la pandémie, OK? Excuse le terme, mais était dans la merde, OK? Il n'y a rien qui fonctionnait en Espagne, il n'y a rien qui fonctionnait. En Floride, il n'y a plus personne qui achète rien, même avant la pandémie. Parce que moi, j'ai des personnes qui prêtent de l'argent, ils prêtaient beaucoup d'argent en Floride, et le marché est à mort complètement, même s'ils sont en surplus, en gros surplus de condominiums à vendre, ces choses-là. Mais pour venir ces choses-là, t'imagines-tu quand on va reprendre ce salon-là, OK, qu'on atteint aussi à peu près 4 à 5 présidents de compagnie, pas de compagnie, mais de pays, excuse-moi. Et avec tout ça, et tu sais comme moi que présentement, si on parle construction, si on parle promoteur immobilier, si on parle de tout ce monde-là, même le monde pour voyager, même pour tout, là, ça va être, moi je te dis, en 2022, ça va être la totale. OK? Parce que, première des choses, les promoteurs immobiliers, que ce soit dans n'importe quel pays, ils vont être pris à la gorge. OK? Il faut qu'ils vendent. Ils vont s'en venir en masse dans mon salon et dans les autres salons aussi d'immobilier, parce qu'il y en a d'autres aussi dans le monde. OK? Ils vont s'en venir en masse parce qu'ils ont besoin de publicité, de rencontrer du monde de d'autres pays pour vendre, parce qu'ils sont pris à la... Pas parce qu'ils sont pris à la gorge, mais ils doivent créer en plus... Richard, je m'excuse. Bon, le temps est en train de filer. Est-ce qu'il serait possible juste d'avoir votre question? Je voulais dire plutôt, Jean, je m'excuse. Donc, le temps est en train de filer. Est-ce que serait possible d'avoir votre question comme ça? Richard pourrait répondre, comme ça on ne garde pas pendant trop longtemps en ligne. Bien, écoute, c'est facile, Richard. Là. Écoute, il y a deux questions, là, OK? C'est sûr que les questions d'économie d'ici, parce qu'on est ici, là, présentement, mais l'économie mondiale, c'est pas nécessairement la même attitude qu'ici, là. Tu comprends? Tout dépendant de la manière que tu fais ton marché, là. Tu comprends? Quand tu me dis que tout à l'heure, ton IGA et ton métro n'ont pas de spéciaux, en plus de ne pas avoir de spéciaux, ils ont augmenté les prix à peu près de 15-20 %. Fait que là, présentement, c'est comme une folie. C'est comme le monde qui achète du papier de toilette, là, qui pense que c'est la fin du monde, puis qui vont s'en aller dans leur bunker. Tu comprends? Oui, donc, oui. Moi, je pense sincèrement que quand on va dire au monde, on va analyser bien le chose, que quand on va dire au monde, OK, là, vous faites sortir les restaurants, on va les rouvrir, ces choses-là. Je pense sincèrement, tout dépendant de ton économie à toi personnellement, mais je pense que ça va être la ruée vers l'or. Sincèrement. Bien, pour certaines organisations, ce sera oui. La réponse, c'est oui, parce que je l'ai dit, j'ai mentionné.
Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors, il va y avoir plein d'opportunités, là. Écoute, 48 moi, 48 là, je rêve là, demain matin aller me payer un T-bone, OK? Avec un fruit de mer, une bonne bouteille de vin. Écoute, je te dis, là, je me lève plus de bonne heure le matin pour en rêver. Oui, je ne sais pas, Richard, si vous aviez quelque chose à compléter, parce que moi, je vais... Ouais, ça va de mon côté. Écoutez, je vous souhaite bonne chance et puis soyez prudents dans tout ça, mais soyez alerte et opportuniste et regardez le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. C'est très important. Excellent, Richard. Écoutez, un grand merci au nom de notre organisation et en mon nom propre. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. On a appris, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses qui vont certainement m'aider et nous aider dans la suite des choses, dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vous remercie. Je tiens également à remercier les regroupements des jeunes chambres de commerce du Québec qui nous ont accompagnés dans la planification de cet événement. Je vous dis un grand merci, puis je vous remercie pour votre temps et je remercie également les participants et participantes qui ont pris le temps d'être avec nous. Donc, un grand merci et je vous dis à très bientôt. Merci Merci, beaucoup. Fabrice. Au revoir. Merci, bonne journée. D'accord, bonne Merci. chance tout le monde. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.